J'avais une petite réflexion. Puis ça me tentait de vous jaser. C'est paradoxal parce que ma réflexion, c'était pourquoi tant de bruit? Pourquoi tant de cacophonie? Pourquoi tout le monde parle? Tout le temps. Puis pourquoi on se sent obligé de parler tout le temps? Je vais prendre les réseaux sociaux, on voit un post qui nous interpelle, qu'on est d'accord ou souvent, quand on n'est pas d'accord, ça nous interpelle encore plus. Pourquoi on se sent obligé de donner notre point de vue? Pourquoi on se sent obligé de donner notre opinion sur quelque chose qu'une autre personne a partagé parce qu'elle, elle aime. Ça peut être donne un exemple facile, ça peut être un politicien. Pourquoi on se sent obligé de dire pas lui, c'est un trou de cul, ou c'est un voleur, ou c'est un... Une des plus belles qualités, probablement la plus belle qualité d'un acteur, je dirais, et là, je ne vais pas faire une vidéo sur l'acting, je sais que ça intéresse pas beaucoup de gens, mais je dirais ceci quand même avant de donner mon point sur l'acting, là. Je souhaiterais à tout le monde un jour de prendre des cours d'acting filmés. Après ça, vous pouvez vous regarder comment vous jouez. Moi, j'ai jamais appris autant sur moi qu'en me regardant jouer. D'abord, si tu essaies de jouer naturellement, la personne que tu vas voir, c'est toi réellement, comment tu es dans une situation. Je me rappellerai toujours la première audition que j'ai faite. C'est un film amateur qui n'a jamais été fait, là. Celui-là, le deuxième, il a été fait, mais le premier, c'est un film amateur. Ça devait être un long-métrage qu'on avait commencé à tourner, mais qui n'a jamais abouti. J'ai décroché le rôle et j'ai fait l'audition, puis j'avais demandé à la réalisatrice de me voir. J'avais demandé, peux-tu voir, peux-tu m'envoyer, ou je ne sais pas, le playback pour me voir jouer. Et j'avais été quasiment scandalisé de voir de quoi j'avais l'air. Pas juste par une caméra. Déjà ça, on apprend. Quand on fait des vidéos comme ce que je fais en ce moment, quand on se voit, les gens qui font des vidéos, déjà, c'est déjà un bon début pour apprendre sur nous, parce qu'on se voit parler à la caméra. Mais quand tu joues un rôle, quand tu interagis avec quelqu'un d'autre, tu es moins sous contrôle un peu parce que, je veux dire, tu dépends de l'autre. Et spécialement si c'est une scène où il y a beaucoup d'émotions, qui était ma première audition que j'ai faite, je ne savais pas de quoi j'avais l'air dans une situation comme ça. Et j'ai appris beaucoup, j'ai corrigé beaucoup de choses aussi sur ma voix, parce que j'avais réalisé que je laissais ma voix piquer. Chose que je ne fais plus depuis, puis ça remonte à il y a à peu près 17-18 ans maintenant. Je ne savais pas que je faisais ça. Je ne savais pas que je laissais ma voix distorsionnée comme ça. Il y a des gens qui font ça régulièrement, il y en a qui ne le font jamais. Il y en a qui n'ont pas ce tic-là. Moi, je ne savais pas que je le faisais, puis j'avais de toute façon jamais pris conscience de ça jusqu'à temps que moi, je me vois. Comment ça se fait que ma voix a fait ça? Et j'ai tout de suite corrigé ça, puis je ne l'ai plus jamais refait, ni dans la vraie vie. Alors, ce que je disais, c'est que je souhaiterais à tout le monde de prendre des cours d'acting pour se voir. Des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous autres aussi de voir quelqu'un, puis de voir son comportement, puis de voir tout ce qu'il vous reproche, puis de votre point de vue, de constater que, mais ma foi, c'est lui qui est en train de l'écrire, c'est lui qui a ces défauts-là, c'est pas moi. Alors, il fait du miroir.
Et puis tu dis, si seulement cette personne-là se voyait, si seulement il y avait dans la conversation, dans l'échange, dans l'altercation qu'on vient d'avoir, dans l'engueulade qu'on vient d'avoir, si seulement il avait vu, on l'avait filmé puis il avait pu voir comment il a réagi, probablement que cette personne-là tomberait en bas de sa chaise de réaliser. Bon, on n'est pas filmé tout le long de notre vie, là, mais on a un live review, par exemple. Et je sais que les gens qui ont un live review, ils ont exactement ce feeling-là. Quand tu as ton live review, une fois que tu es décédé, c'est une des premières étapes que tu vas avoir. Tu te vois toi-même dans des situations où est-ce que, moi, mes amis, c'est des écureuils, je les nourris à tous les jours. Puis là, je viens de voir un noir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis il a sauté dans l'arbre, il a fait un gros bond de la clôture à l'arbre. Ça serait le fun qu'ils viennent, mais ils ne s'approchent pas de moi, en tout cas. Ils l'ont trop facile. Je mets de la bouffe sur la galerie, puis ils viennent quand je ne suis pas là. Et quand on a un live review, les gens, bien, on voit comment on a affecté les autres. Parce que là, on a un œil extérieur de la situation. Et on voit à chaque fois qu'on a blessé quelqu'un, la situation dans laquelle peut-être on s'est défendu, on a argumenté, puis on a été peut-être agressif, on a peut-être blessé. On ne s'en rend pas compte parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se défend. On se sent accusé, donc on se défend. Mais souvent, ce faisant, on blesse l'autre et on ne s'en rend pas compte. Moi, il y a des gens dans mon entourage, des fois, je me dis, j'aimerais tellement ça que cette personne-là ou cette autre personne-là se voit. Elle n'est juste pas consciente comment toxique elle est, ou elle n'est juste pas consciente comment elle agit, ou comment elle parle, ou comment elle est blessante. Alors, on n'a pas toute la chance ou l'occasion, ou on ne cherche pas tous à devenir acteurs. Donc, il y en a beaucoup qui ne le verront pas de leur vivant. Mais à votre live review, il y en a beaucoup qui allaient être surpris. Et même moi, malgré que je suis beaucoup plus conscient de ce que je fais, il y a encore des moments où est-ce que je vais me dire « Ah oui, j'ai-tu fait ça? J'ai-tu dit ça? J'ai tellement pas eu de tact. » Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir un live review qui va être difficile parce que dans la vie en général, on ne met pas notre focus sur nous, on le met sur les autres. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que notre focus doit être sur nous. Hein? Ceux qui font du travail, développement personnel, travail sur soi, le savent, ça. Et ils essaient d'être des meilleures personnes. J'en vois des fois là, poster des trucs là, qui me disent que ça fait des années qu'ils travaillent sur eux pour devenir une meilleure personne. Puis ça, c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis les gens, justement, qui sont, dans certains cas, des gens qui sont agressifs ou violents psychologiquement, tu leur dis, tu devrais faire du développement personnel, tu devrais travailler sur toi, ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là sont dans le... En fait, ce qui se produit, c'est qu'ils se sentent encore plus attaqués, donc ils deviennent pires. Puis ils sont sans reproche, puis là, ils vont te relancer ça. « Oh, et toi, tu penses que toi, tu es parfait, tu penses... » C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, tu devrais te regarder parce que tu ne sais pas comment violenter. Mais tu ne peux même pas utiliser ces mots-là parce que ça ferme la conversation. À ce qui m'amène à vous dire ce que je voulais vous dire par rapport à la meilleure qualité d'un acteur. J'ai fait un long détour, mais je pense que c'est important. C'est l'écoute. Les meilleurs acteurs, c'est des acteurs qui sont à l'écoute. Un acteur qui a moins d'expérience va apprendre son texte d'une certaine façon, puis quand ça va venir le temps de tourner, il va livrer son texte de la façon qu'il l'a appris. Mais c'est pas nécessairement... Puis en plus de ça, il y a de la misère à sortir de la façon qu'il l'a appris. Si la personne avec qui il ou elle joue dit le texte complètement différemment, peut-être que la façon qu'il a appris le texte ne fitera plus. Si lui, dans sa tête, c'était un argument où est-ce que les deux étaient fâchés, puis il a appris le texte en mettant... Parce que les acteurs, souvent, c'est ce qu'ils font. Ils aiment ça, là, sortir le méchant, tu sais, puis ils aiment ça se fâcher ou pleurer. Les femmes, surtout, on voit ça, là, mais je veux pas être sexiste, mais les gars, ils aiment se fâcher, les femmes aiment pleurer, puis tout ça. C'est comme il y en a qui disent que c'est une thérapie pour eux autres jouer. Bien, souvent, ils en mettent trop. Puis si l'autre a appris le texte plus dans une douceur, dans la douceur, bien, des fois, il va y avoir une dichotomie. C'est comme si... Bien, je veux dire, ils ne jouent pas ensemble, ces deux-là, ou quoi? Je veux dire,
elle est super douce, puis lui il est super agressif, ou vice-versa, ça ne marche pas. C'est qu'ils ne sont pas à l'écoute de l'autre. Je me rappellerai tout le temps, lors d'un de mes premiers cours d'acting, mon premier cours d'acting sérieux que j'ai fait, mon professeur m'avait matché avec une fille que je ne connaissais pas, puis c'était... la fille avait choisi une scène, c'était une scène de ménage, c'était une chicane de couple. Puis c'était un cours que j'avais pris où est-ce qu'il y avait plus d'anglophones que de francophones, fait que le prof avait décidé de faire le cours en anglais. Et il m'avait jumelé avec une anglophone qui ne parlait pas français du tout. Je pense que c'est une Ontarienne ou peut-être une Américaine qui était de passage ici. Et elle avait amené une scène qu'elle avait déjà faite par le passé, puis devant un autre prof, puis elle aimait cette scène-là, fait qu'elle a amené ça. Moi, pas d'expérience, je veux dire, j'avais rien d'autre à proposer. Puis quand je l'ai lu, bon, premièrement, j'aurais souhaité faire la scène en français parce qu'en anglais, je suis moins fluide. Je suis moins... je vais penser plus à ce que je dis. Je suis moins instinctif quand tu n'es pas dans ta langue. Puis je ne suis pas parfait bilingue non plus. Mais le prof me dit, garde, il avait l'air de me faire une faveur. Tu vas jouer avec elle. C'était peut-être la plus expérimentée. Le prof m'avait déjà vu jouer dans des films. J'avais fait des films avant de prendre des cours. Puis j'imagine qu'il avait estimé que ça me prenait une bonne actrice, ou qu'on était du même calibre, en tout cas, on va dire ça de même. Et dans un cours d'acting, des fois, c'est 40-50 heures, tu rejoues tout le temps la même pièce en t'améliorant. Puis je me rappelle, une des premières fois qu'on avait joué cette pièce-là, la fille et moi, elle s'était plainte au prof en disant que il va pas assez vite. Il va pas assez vite. Puis la scène devrait être plus vite que ça. Puis moi, je n'ai pas répondu parce que j'avais très peu d'expérience, mais dans ma tête, à moi, j'avais quand même une très bonne notion d'acting. Moi, quand j'ai commencé à prendre des cours, j'avais déjà une très, très bonne notion de comment tout se passait sur un plateau, autant technique qu'au niveau de l'acting. Je ne sais pas si c'était inné pour moi. Puis, moi, ma réaction, mais je n'ai pas répondu, je me suis dit, non, la scène, elle ne doit pas aller plus vite. Toi, tu as une idée préconçue de la scène. Je n'avais pas répondu, j'avais gardé ça pour moi, j'avais laissé le prof répondre. Parce que quand on est sur le stage puis on fait notre scène, un acteur qui a un peu d'expérience, puis même malgré que j'en avais pas, je savais que je ne devais pas sortir de mon personnage. Je devais rester dans l'état que j'étais. Si je commençais à argumenter avec le prof, j'allais sortir de mon personnage. Donc, je restais dans l'émotion de la relation de couple qui va très, très mal. Puis, je venais de vivre, il y a peut-être un an avant, une séparation de couple. Donc, pour moi, j'étais encore à fleur de peau. Et ça me touchait énormément, à un point tel qu'à un moment donné, après ou avant une scène, je suis sorti, je suis allé prendre une marche pendant une demi-heure, je suis allé pleurer parce que j'étais trop bouleversé. Personne n'a su ça dans le cours. Mon prof m'a vu sortir, m'a vu revenir, mais il ne sait pas ce que je suis allé faire. J'étais d'une tristesse incroyable, tu sais. Puis la scène qu'on faisait, elle nourrissait juste ça, tu sais. Et puis, c'est ça, c'est que cette actrice-là, elle avait une idée de la scène parce qu'elle l'avait déjà faite, puis de la façon que moi je le faisais, j'allais moins vite probablement que l'autre qui lui donnait la réplique quand elle avait déjà fait par le passé cette scène-là. Puis moi, je me disais, non, la scène, elle ne doit pas aller plus vite, tu as une idée préconçue. Moi, si j'étais en relation de couple avec un anglophone, je parle beaucoup moins vite en anglais qu'un anglophone. Et c'est comme ça que je te répondrais. Si tu étais ma conjointe, je ne pourrais pas aller plus vite que ça. Puis c'est comme ça que ça se passerait, tu sais. Mais en même temps, c'était pas mauvais parce que ça nourrissait sa frustration, parce qu'elle trouvait que j'allais pas assez vite. Enfin, bref. C'est pour ça que je vous dis que quand on joue, quand on apprend à être un acteur, on fait des choses et on apprend à se connaître énormément. Et c'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Puis c'est dommage, je trouve, à quelque part. Mais c'est correct, on n'a pas besoin tous de savoir de quoi on a l'air, puis des fois, c'est mieux de ne pas le savoir. Parce que des fois, ça fait mal. On n'aime pas ça se voir. Moi, j'ai horreur de me voir. J'aime ça, par contre, en revanche, quand je fais une bonne performance, là, je vais oublier de quoi j'ai l'air, je vais plus regarder la performance. Mais bon, finalement, j'avais dit que je ne parlais pas d'acting, mais j'en parle quand même beaucoup. Mais c'est pour vous parler de la nature humaine, finalement, que j'ai pris ce détour-là. On a toujours besoin de donner notre opinion sur tout, on dirait. Hein? Trouvez-vous ça? Moi, je trouve ça. Alors, dans la dernière année,
je ne vais pas compter les mois, là, mais plus récemment, donc on va dire dans la dernière année, j'ai essayé de me faire très, très silencieux, très discret, parce que je trouve qu'on ne fait que nourrir le narratif. On ne fait qu'embarquer dans ce que les médias, dans ce que les gouvernements veulent qu'on embarque. Ils placardent les journaux de hockey, ils veulent qu'on tripe sur le hockey. Un point. Puis moi, quand tu me spoon-feed, là, quand tu essaies de faire du foie gras avec moi, là, c'est quoi le terme, là? Quand tu essaies de me rentrer ça là, de force, moi, ça a tout l'effet inverse. Je suis pas capable de voir un chandail bleu, blanc, rouge. Ça me lève le cœur. Parce que la société essaie de nous gaver de ça. Et même chose avec les changements de politiciens, avec les élections, avec tout ce qui se passe, avec les scandales Norvolt, avec toutes ces affaires-là, l'actualité, les journaux finalement, les nouvelles. Tout est négatif pour créer un climat d'insécurité et de peur. Et en voulant toujours donner notre opinion, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit ça. Et c'est de ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. C'est une prise de conscience. J'avais le goût de vous partager ça, de vous dire, est-ce qu'on a toujours besoin de commenter ce qui se passe dans l'actualité? Tu sais, il y a une expression, je ne sais pas si je vais m'en rappeler, mais tu sais, on dit que quand tu viens pour dire quelque chose, pose-toi la question à savoir, est-ce que c'est pertinent? Un. Deux, est-ce que c'est bienveillant? Et trois, est-ce que ça va aider? Je pense que c'est ça, là. Il y a trois éléments. Est-ce que ça va aider la situation? Et souvent, il y a certains de ces éléments-là qu'on ne retrouve pas. Donc, on commente pour commenter. Puis je le fais, là. Je pointe personne. J'essaie, je me surveille, comme je disais tantôt. J'essaie tout le temps, moi, de virer l'attention sur moi dans n'importe quelle situation. Mais je ne suis pas parfait. Puis le pire, c'est que j'ai un petit côté aussi où j'aime provoquer. J'aime ça lancer des phrases, des fois, que les gens ne s'attendent pas à ce que ça vienne de moi. Je suis faite de même. J'aime ça. Ça fait partie de... Peut-être c'est ce qui nourrit, qui m'a nourri en acting pendant des années. Je ne sais pas, j'ai quelques amis, en tout cas peut-être pas plein, mais quelques amis dans ma vie, avant même que je pense d'être acteur, mais j'ai des amis qui me disent « Toi, tu devrais être acteur, tu es un acteur, tu devrais te voir aller, tu es tellement différent. Si tes clients te voyaient, parce qu'avec mes clients, je suis d'une façon, c'est un rôle. Je suis l'homme professionnel, et je suis là pour bien les servir. Mais le week-end, je sautais sur ma moto, côte de cuir, puis je m'en allais me promener dans les Laurentides, puis je sortais, puis j'avais du fun avec mes copains, puis je pouvais prendre une brosse, puis les gens trouvaient que ça clashait, tu sais. Ben non, c'est juste deux versions de moi. Je veux dire, là, j'ai du fun, je suis en vacances, j'en profite, je laisse, tu sais. Donc, c'est peut-être ça qui demeure encore en moi, c'est que des fois, je vais aimer ça sortir des phrases où... Tu sais, quand j'ai souvent parlé de la Terre plate, là, ça me fait rire, moi, cette histoire-là. Puis je le sais que si je passe un commentaire sur les platistes, parce que je les comprends tellement pas, je le sais que j'ai perdu des amis comme ça, j'en ai perdu beaucoup. Puis je trouve que les gens sont facilement vexables parce que, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est comme quand je parle de Trump. Moi, je ne vois que le positif que Trump amène. Je ne dis pas que c'est un homme parfait, et je dis encore moins que c'est un sauveur. Je n'ai jamais parlé de sauveur. Je dis que Trump, c'est un agent de changement et il est bénéfique dans la situation qu'on vit en ce moment. Moi, je ne vois que du bien de ce qui est en train de se passer. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais on n'est pas obligé de saillir, puis on n'est pas obligé de se bloquer pour autant. Alors, bien, moi, j'ai la mèche courte quand c'est le hockey. Alors, moi, je bloque énormément de gens, ou en tout cas, j'ai shadowban quand je les vois poster des trucs de hockey. Je shadowban tout le monde qui pose des affaires de hockey. Je ne veux pas en avoir dans mon feed.
Ça me fait filer mal. J'aime pas. Je déteste. En fait, je déteste pas les jeunes qui jouent au hockey dans un parc. Ça, je trouve ça bien. Mais le hockey professionnel, pour moi, c'est la plus grande manipulation que la province de Québec puisse avoir. Je veux dire, pour moi, c'est les gens qui mordent à ça. Je comprends pas des gens qui vont payer 500 $. Je vois, mais ça coûte un billet de hockey, là. Écoutez, moi, on me donnerait un billet, la meilleure place, on me le donnerait, je le gagnerais, je le prendrais, je le sacrerais dans les poubelles. Je pense que j'essaierais même pas de le vendre, j'aurais l'impression de fourrer la personne. Pour moi, ça vaut à rien. Je veux dire, les portes du Centre Bell devraient être ouvertes. Ça devrait être gratuit pour moi y aller. Puis, je vous jure, il y aurait moins de monde qui irait. Si on n'en parlait pas dans les journaux. Mais c'est comme... C'est une manipulation. Ça fait partie du cirque de manipulation. Alors, c'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, je vous parle d'observer et de ne pas toujours commenter, et je fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vous donne mon point de vue sur... Mais j'essaie de ne pas commenter l'actualité de ces choses-là, par contre. Parce que pour moi, c'est de nourrir. C'est ça qu'ils veulent. Les gouvernements, les médias, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on parle. Ils sont là, c'est des clowns, ils font un spectacle, ils veulent que vous les regardiez et ils veulent que vous parliez en bien ou en mal, ils s'en sacrent. Ils veulent nourrir le drame. Et il n'y a personne qui mord à ça plus que les soi-disant éveillés. Parce que nous, tout ce qui distorsionne, tout ce qui ne fait pas de sens, on veut le dénoncer. Les endormis ne parlent pas de ça, eux autres. Les hypnotisés, les gens qui sont dans la matrice, ils n'en parlent pas de ça. Pour eux autres, c'est la normalité. La réalité, c'est qu'on vit dans tout sauf un monde vrai. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui pensent que le monde dans lequel on vit en ce moment, le chaos, la confrontation, la guerre, le contrôle, les combats, hein, juste pour revenir au hockey, moi je dis tout le temps, le hockey c'est un sport tellement plate qu'ils ont été obligés de rentrer la boxe dedans pour que les gens le regardent, parce que le hockey en soi, c'était pas assez intéressant. Les gens vont voir du hockey, puis ils carburent quand il y a une bataille. Ça me fait... Je veux dire, je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Ça devrait être interdit dans à peu près tous les autres sports. Moi, il y a certains sports que j'écoute, je m'en vante pas, mais c'est pas des sports populaires de toute façon. S'il y a une bataille, c'est... pénalité, amende, c'est comme tu peux sauter deux, trois parties, deux, trois courses, whatever, tu sais. Mais dans le hockey, c'est valorisé, puis ils vont aller chercher des joueurs de hockey médiocres, mais des batailleurs, pour les mettre sur la glace quand c'est le temps de faire pogner des punitions à l'autre. Mais c'est d'une aberration. Ah, je peux pas aimer ce genre de... Mais, donc, s'il y a des gens qui pensent que le monde dans lequel on vit, c'est un monde naturel, que c'est la... Comment je pourrais dire ça? C'est la fatalité. C'est de la vie humaine. C'est le combat constant. S'il y a des gens qui pensent que ça, c'est la vraie vie, vous vous êtes complètement fait avoir par l'illusion. Vous êtes tombé dedans. Vous êtes en plein dedans. Vous vous faites manipuler, là, comme un pantin. Il n'y a rien de tout ça qui est naturel. C'est un narratif qui roule probablement depuis toujours, et qui fait en sorte que si tu portes attention à ces gens-là, aux dirigeants, aux journalistes, aux médias, et tu te laisses affecter par ça, parce que la plupart du temps, quand tu écoutes ces choses-là, tu vas te laisser affecter par ça. Donc, ça va devenir ta réalité. Mais la réalité, l'humain, qui veut aller à la guerre se faire tuer? Personne. Qui aime se chicaner? Qui aime la confrontation? Qui aime rester enfermé dans sa maison pendant 2-3 mois parce que le gouvernement dit « tu ne sors plus ». Qui aime vraiment mettre un masque naturellement, là, sans qu'on te... Il y en a encore aujourd'hui, 5 ans après, qui mettent encore un masque. Parce qu'ils se sont tellement fait jouer dans le cerveau que pour eux autres, il
il y a un danger constant. Le danger pour eux, là, ils ont tellement mordu à ça qu'ils n'en sortiront jamais. Tu vas les recroiser dans 10 ans, ils vont encore mettre un masque. Ça, c'est quand tu portes attention au narratif, quand tu embarques, quand tu leur donnes ton pouvoir, quand tu cèdes ton pouvoir aux autres. Et c'est ça qu'on vit. C'est pour ça qu'il y a si peu d'éveillés, puis on n'est pas parfait, les éveillés, là. Et il y a autant de gens qui sont pris dans la matrice, des inoculés, parce que les gens sont tellement pris dans ça, le combat d'aller travailler pour payer nos dépenses, pour payer nos factures, pour se payer le nouveau téléphone, pour se payer la nouvelle télé, pour pouvoir garder le câble, pour pouvoir payer la maison, pour pouvoir aller en voyage, pour pouvoir. Non, on n'a pas besoin de rien de ça. C'est le fun aller en voyage. C'est le fun de s'acheter des bébelles. Mais tu n'as pas besoin de ça. Alors, si tu rends ta vie misérable parce que tu cours toujours après les moyens pour pouvoir t'offrir ce que tu aimerais avoir, tu es pris dans la matrice. Et ta vie va être misérable tout le temps. Tu vas être ultra manipulable. Et tu ne contrôles pas ta vie. La journée où tu coupes le câble, où tu arrêtes, « Ah, mais je le garde juste pour mes émissions, je le garde juste pour mon hockey, je le garde... » Non, c'est non. Vendez-moi pas cette idée-là, c'est non. Coupez le câble. Il faut que tous les réseaux, et c'est dommage pour les gens qui y travaillent, parce qu'il y a des bonnes personnes qui travaillent. Mais même chose avec le cinéma en ce moment. On entend parler que le cinéma, là, les films américains ne viendront plus ici parce qu'ils vont avoir 200 de frais, là. C'est dommage pour tous les techniciens à Montréal, puis c'est dommage pour Michel Trudel, que je connais bien personnellement en passant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je le connais personnellement. Je suis allé chez eux à plusieurs reprises. J'ai fêté avec lui. Enfin bref, on avait des amis en commun. C'était avant que je sois dans le milieu artistique, ça. C'est dommage pour lui. Bien, Michel a probablement fait son argent, par contre, là, mais il y a sûrement beaucoup d'argent au BAT encore. Et tous les techniciens, c'est dommage si on perd beaucoup. Mais il faut que ça arrive. Tous les piliers doivent s'effondrer, tout. Il faut se préparer à ça. En ce moment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire nos dettes, tout le monde. Il faut arrêter de s'acheter une nouvelle auto. Quand tu es fini de payer, garde-la. Si elle fonctionne bien, garde-la. Il faut vivre économiquement. C'est ça qu'il faut faire en ce moment. Mais c'est ça. Les gens qui sont pris dans la matrice, qui sentent, tu sais, qui sont dans le rat race, qui se lèvent le matin en courant pour aller porter les enfants aux garderies, puis tout ça, puis ils s'en vont travailler, puis ils sont essoufflés, puis ils arrivent à la maison, puis la femme, il faut qu'elle fasse le repas en plus, puis le mari arrive en retard parce qu'il y a eu un meeting ou voilà. Je le sais qu'il y a un minimum qu'on doit faire pour survivre, là, je le sais, ça. Mais on est à un moment dans la vie où est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions. C'est plus difficile pour les plus jeunes parce que les autres, ils commencent, ils ont tout à bâtir. Écoute, ils vont me dire, je ne peux pas commencer à travailler moins, puis alors que les prix des maisons ont comme quadruplé en 20 ans. Là. Je dis, c'est plus achetable. Ma maison a probablement, ça fait longtemps que je l'ai, là, mais je ne vous dirai pas les prix parce que j'aime pas parler de prix. Puis je n'ai pas une grosse maison de toute façon, mais ma maison a probablement, il faudrait que je fasse le calcul vite fait, là. Elle vaut probablement 6-7 fois plus que ce que j'avais payé il y a à peu près 35 ans. Et je l'avais acheté seul. Aujourd'hui, pour un jeune, de faire ce que moi j'ai fait, c'est à peu près impensable. C'est à peu près impensable. Pour vous donner une idée, la maison moyenne, quand j'ai commencé en immobilier, sur le marché du travail, en 86, la maison moyenne valait à peu près 60 000. C'était pas des grosses maisons, mais la maison moyenne, 60 000 environ. Entre 55 et 65, tu avais plein de choix. C'était la maison standard, c'était ça. Alors, ça te prenait... Ouais, tu achetais une maison avec peut-être 4-5 000 de cash, tu achetais une maison, là. On est loin de là. Bien, c'est ça. On le sait pourquoi, là, on n'en parlera pas, l'immigration, puis tout, là. On vit dans un catch-22. Alors, il faut essayer d'en sortir. C'est quoi un catch-22? C'est que tu fasses un ou que tu fasses l'autre, tu es pris pareil. C'est comme, il n'y a pas d'issue.
Que tu ailles à gauche ou que tu ailles à droite, tu vas revenir à la même place. Tu sais. Tu vas être perdant. C'est ça un catch-22. Donc, c'est ça. C'est que il faut que les piliers s'effondrent. Ils vont s'effondrer. On va peut-être avoir un peu d'aide par certains dirigeants. Il y en a qui rament dans la bonne direction. Moi, je pense que l'équipe à Donald Trump, c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai que des preuves de ça. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas grave. Et il y en a d'autres qui, pour moi, nos premiers ministres ici, fédéral, provincial, je veux dire, il n'y a rien qu'ils ne font pas pour nous nuire, pour nous caler, pour nous endetter, c'est de la kakistocratie. Hein? Vous savez, c'est un vrai mot. La kakistocratie, ça veut dire les plus incompétents sont au pouvoir. C'est ça, de la kakistocratie. Ironique que ça s'appelle la CAQ, là. C'est exactement ce que c'est. La kakistocratie, ça s'écrit avec un K, je pense, par contre, et non un Q. C'est ça. C'est les plus incompétents sont au pouvoir au Canada. Ici, c'est définitivement ça. Ça n'a pas de bon sens, mais à quelque part, ces dirigeants-là, ils aident le processus. S'ils étaient habiles, si c'était des habiles menteurs, des habiles manipulateurs et tout ça, on ne le verrait pas s'ils étaient habiles. Tu sais, il y a des pervers narcissiques là, qui arrivent à manipuler leur proie, leur conjointe pendant des années parce qu'ils sont tellement habiles. Ils arrivent avec des fleurs, ils arrivent avec des compliments, des ci puis des ça, mais tu sais, dès qu'il y a la chance, ils trompent l'autre. Mais on a la chance qu'au Québec, puis au Canada, on ait des gros tatas. Et c'est tellement évident, malheureusement, ceux qui sont hypnotisés, ceux qui sont gazés, ceux qui sont dans la matrice ne le voient pas. Ils n'ont pas ou ils n'ont plus les outils pour le voir et ils le verront probablement jamais. Est-ce que la boîte qu'ils ont reçue dans le système contribue à ça? Beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes tendent à aller dans cette direction-là. J'écoutais dernièrement, c'est qui? C'est un conférencier qui était bien avant son temps. Il y en avait 3 à un moment donné. Là. Lui, je pense que c'est de Montréal, je pense son nom de famille, je ne sais pas trop quoi. Là. C'est sûrement pas son vrai nom de famille, là, mais Bernard de Montréal, c'est tout ça? Je ne suis pas sûr. Il annonçait ça, lui, il y a comme 25 ans, qu'il allait créer des maladies, qu'il allait inventer des inoculations, puis qu'il allait avoir des nanoparticules, puis il allait nous contrôler les pensées avec ça. Puis il disait, pensez pas que c'est de la science-fiction, ce que je vous dis là. Ça existe déjà, c'est déjà prête. C'est déjà la technique, c'est quoi en tout cas, la technologie est déjà existante. C'est dommage hein, aussi quand on voit ces gens-là. Dernièrement, j'ai vu... Je pourrais facilement faire une boucle avec ça, mais je ne vais pas le faire parce que j'identifierais la personne. J'ai vu quelqu'un dernièrement que j'estimais que j'ai croisé dans mon parcours à un moment donné, dans les 20 dernières années. Et j'ai vu un post qu'il a fait dernièrement, puis jamais il va commenter l'actualité puis la politique et tout ça. Mais là, il en a fait un. Et j'ai tout de suite vu qu'il était dans Matrice. Il ne voit rien. Il ne voit absolument pas ce qui se passe. Pour lui, en ce moment, le Canada, il est sauvé. Dans sa tête à lui, là, c'est à peu près ce que j'ai cru comprendre. Je n'ai pas lu son post au complet, là, mais... C'est triste de voir qu'il y a des gens comme ça, des fois dans la famille, des fois des amis, des fois... qu'on voit qu'ils sont pris dans ça et ils en sortiront probablement pas. Puis il y a des chances, je ne dis pas que c'est ça, que les injections qu'ils ont reçues les rendent inaptes à reviser leur point de vue, leur jugement. Il y en a beaucoup, il y a des industries complètes. L'industrie artistique, c'est comme ça, au complet. Moi, je suis sur le cul de voir comment les artistes, les gens dans le milieu artistique
comment ils pensent, comment ils sont pris dedans, comment ils sont aveugles sans le savoir. Je vous le dis, on apprend bien, bien plus en observant, en écoutant, qu'en parlant constamment. Dans la dernière année, j'ai écouté beaucoup, j'ai regardé beaucoup, mais ça, je le fais tout le temps, moi. C'est une déformation chez moi, une déformation, je ne sais pas, là, mais c'est un trait de caractère que j'ai. J'observe l'humain tout le temps. Et je suis très curieux, je veux savoir pourquoi telle chose tout le temps. Je veux toujours... et ça sert aussi, je reviens encore... peut-être qu'on va boucler la boucle comme ça avec l'acting, le milieu artistique, mais l'acting plus particulièrement. Un bon acteur, je disais au début que c'est quelqu'un qui écoute, mais un bon acteur, c'est aussi quelqu'un qui observe le comportement humain. Ça sert beaucoup à un acteur. Les grands acteurs, Marlon Brando était comme ça. Puis des fois, c'est pas juste la nature humaine, des fois, c'est les animaux aussi. Hein. Johnny Depp, c'est quelqu'un qui observait beaucoup, parce qu'il a joué souvent des rôles bien funky, bien spécial. Puis il disait que des fois, il pouvait s'inspirer d'une poule, par exemple, comment une poule se comporte. Ou, là, je dis une poule, je pense ça out of the blue, là, mais... Donc, regardez le comportement humain ou animal. Regardez comment ils se comportent. D'ailleurs, regardez les animaux, comment ils se comportent tellement mieux que les humains. Un animal va attaquer, va tuer seulement pour deux choses. Pour manger ou lorsqu'il se sent attaqué, en danger. Il va se défendre son territoire, par exemple. Les lions vont défendre énormément leur territoire parce que pour eux autres, c'est leur garde-manger. S'ils voient un autre lion ou un autre prédateur venir bien, il vient leur enlever à manger. Donc, ils se sentent menacés, donc ils vont attaquer comme ça. Alors que l'humain, ils nous ont mis dans la tête qu'on pouvait aller à la guerre tuer des gens qu'on ne connaît pas sur simple ordonnance. Je vous le dis, on vit dans un monde complètement artificiel. La nature humaine, sans le conditionnement médiatique et politique et tout ça, la nature humaine, elle est harmonieuse. La nature humaine, elle est harmonie. Jamais tu devras avoir des gens aussi riches que Bezos, Bill Gates et compagnie qui ont autant d'argent pendant qu'il y a des gens qui crèvent partout dans le monde. À un moment donné, là, je veux dire, là, quand tu as une couple de millions, là, puis tu sais que tu n'as plus besoin de travailler, as-tu vraiment besoin d'avoir 200 milliards de plus? La nature humaine n'est pas faite comme ça. Ça, c'est un conditionnement qui les a rendus comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ce conditionnement-là? Là, on peut y mettre plein d'hypothèses. C'est définitivement une influence, je vais dire démoniaque parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est qui est fondé sur des mauvaises, sur des mauvaises bases. Ah, je vais vous parler d'une autre chose. Ce qui crée toute cette dualité-là quand on vient sur Terre, c'est que on vient tous s'incarner et notre conscience est localisée. Donc, notre conscience vient tous de notre point de vue. Donc, extérieur, on regarde les autres. C'est pour ça qu'on juge toujours les autres, parce qu'on a une conscience localisée. Lorsqu'on décède, notre conscience continue à vivre. Les gens vont appeler ça l'âme. Probablement que c'est dans la même affaire, mais moi, j'aime mieux parler de conscience parce que nous sommes à la base conscience. Nous ne sommes pas biologiques à la base. Ça, c'est juste le véhicule dans lequel on est. Quand on décède, les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente et qui racontent, ils ont une conscience globale de la pièce. Ou de tout. Ils peuvent savoir ce que les gens pensent, les médecins qui sont en train de l'opérer. Ils ont une conscience générale. Leur conscience n'est pas localisée. Au même titre que si ils s'adonnent à penser ils viennent d'avoir un accident, ils s'adonnent à penser à leur conjointe qui est à la maison, ils vont être transportés immédiatement là, leur conscience va être rendue là automatiquement. Donc, quand on meurt, quand on décède,
c'est juste notre corps qui décède. Notre âme, notre conscience, elle est libérée. Essayez de garder ça en tête tout le temps. Et une autre chose qui arrive, c'est que lorsque notre conscience n'est plus localisée, quand elle est libre, on perd toute notion de dualité. La haine nous quitte, comment est-ce qu'on appelle ça? Greed, être greedy, être égoïste, être, tout ce qui vient là, dans cette nature-là, là. Vouloir être meilleur que l'autre, vouloir écraser l'autre, vouloir se battre pour avoir plus de pouvoir, pour atteindre la kakistocratie. Là. Les pires, les plus complexés, c'est eux qui se ramassent en haut parce qu'ils ont une très faible estime d'eux. S'ils n'accomplissent pas quelque chose de plus pour écraser l'autre, ils ont l'impression qu'ils valent moins que les autres. Tout ça, c'est créé par la conscience localisée, ce qui crée une rivalité. Parce que là, ta conscience est ici, puis l'autre, tu as l'impression que c'est un autre individu, tu as l'impression que tu dois lui faire la guerre. Si c'est pas lui qui meurt quand tu vas à la guerre, c'est toi qui vas mourir. Donc, tu t'es laissé conditionner à ça. Donc, tu t'en vas tuer des Viet Cong que tu connais même pas parce qu'on t'a dit que ton pays devait gagner la guerre. Programmation, 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 programmation. Et ça, c'est possible juste quand ta conscience est localisée. C'est là que tu deviens manipulable. Et c'est là qu'il s'installe une jalousie, une rivalité, une compétition. Quand on se libère de notre corps et quand on rencontre la lumière et quand on vit notre life review, quand on se rapproche de l'autre monde, on n'a plus aucun jugement négatif. Ça n'existe plus. On ne comprend pas comment on a traité les autres comme ça parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. Donc, une des raisons pour laquelle on s'incarne, c'est pour venir apprendre ça. Les gens disent, on s'incarne pour venir apprendre l'amour. Oui, à aimer, mais moi, je dirais qu'on vient apprendre la valeur de l'amour en connaissant la haine. Tout doit être mis en juxtaposition pour connaître la valeur de. C'est quand tu perds quelque chose que tu réalises sa juste valeur. À un moment donné, moi, le premier voyage que j'ai fait, j'étais bien jeune, j'avais 21 ans à peu près. Je me suis tapé un voyage à l'île Margarita. Et puis, écoutez, là-bas, là, ils vivaient comme 50 ans en arrière de nous autres. L'île Margarita n'était pas développée du tout. Le tourisme commençait. Et évidemment, on avait loué une vieille voiture. C'était épouvantable, ça allait mal, mais on se déplaçait à travers l'île avec ça. On avait passé de très, très belles vacances. 4 jeunes gars. On a eu du fun. Puis quand on est revenu, puis je me suis assis dans ma voiture, ça faisait pas longtemps que j'avais acheté neuve, une Prélude, pour ne pas la nommer, c'est rien de fantastique, mais à l'époque, j'étais ticu, j'avais 21 ans, 22 ans. Je m'étais acheté une Prélude, c'était ma première voiture neuve. Quand je me suis assis, puis je l'aimais, mon auto. Ma première voiture neuve, on l'aime. Quand je me suis assis dedans, c'est là que j'ai réalisé comment j'étais chanceux d'avoir une voiture qui allait bien comme ça, parce que là-bas, on avait vécu pauvrement, c'était super pauvre là-bas. On avait du fun, il faisait beau soleil, la plage. Hein? J'étais revenu, j'étais noir comme un pot de terre, là, tu sais. Mais c'est quand on perd quelque chose, je suis revenu dans le confort de ma maison, je me suis dit, tabarouette. Ou quand on va faire du camping, une autre excellente. C'est le fun d'aller se donner un peu de trouble en camping dans une tente, là. Tu sais, pas dans un gros campeur, là. Dans une tente, là, tu sais, sur un matelas gonflé, là, tu dors mal, là, mais tu es connecté en nature, puis tout ça. C'est le fun, mais après un certain temps, tu sais, quand tu reviens dans ton lit douillet, t'es-tu bien? C'est là que tu te dis, quelle idée j'ai eue d'aller me couché dans le bois sur un terrain de même avec une roche dans le milieu, puis un matelas qui dégonfle, puis j'ai oublié mes oreillers, fait que je suis obligé de me faire une pile avec mon manteau, avec mon... Ah, c'est ça. Donc, la dualité, il faut en sortir, il faut renoncer à ce cirque-là. Il faut renoncer, il faut prendre conscience que c'est un cirque, que ces gens-là, c'est pas les plus intelligents, c'est le contraire. C'est des gens, nos dirigeants, les hauts placés,
c'est les plus grandes victimes du système. Ce n'est pas eux qui décident, de toute façon. C'est ça que je disais tantôt, ou en tout cas je m'en allais là. Qui est à l'origine de tout ça? J'avais parlé peut-être du démon, je ne sais pas trop quoi. C'est définitivement des entités malveillantes. Ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres, quoique nous-mêmes, on est probablement des extraterrestres. On est définitivement, selon la science moderne, on est une mutation, une mutation génétique qui a été faite par des races supérieures à nous. Bien, ces races-là, il y en aurait souterrains qui vivent, et ça, je n'ai pas tellement de doute à croire ça. Est-ce que c'est eux qui sont démoniaques? Pas nécessairement, mais il y a des gens, les gens au rang qu'on ne voit jamais, là, qui contrôlent. Là. Il y a peut-être les reines, puis les rois, puis ceux-là qu'on voit. Là. Est-ce qu'ils sont vraiment humains? Comment peut-il être aussi riche que la reine d'Angleterre, maintenant le roi d'Angleterre, avec une conscience humaine et laisser des gens dans ton pays avoir de la misère à se nourrir? Puis là, je ne parle pas des chasses d'enfants dans les pâturages. Là, je rentrerais dans quelque chose qui est un petit peu moins le fun d'entendre parler. C'est des gens qui sont complètement désaxés. Donc, plus on monte dans la société, plus les gens sont souffrants. Alors, mais il y a des gens, les gens qui sont, je veux dire, qui ont de la boîte dans le système, ils sont probablement plus capables de constater ces choses-là. Qu'est-ce qui va arriver, je ne le sais pas. Mais on n'a pas non plus à essayer de contrôler leur vie à ces gens-là. On n'a pas essayé de leur dire quoi faire. C'est nous. Occupez-vous. Occupons-nous de nous. Sortons de la matrice et arrêtons de la commenter. Arrêtons de donner du gaz à cette histoire fausse-là. On l'entretient. Alors, je vais terminer là-dessus. Je pense que ça résume bien le propos d'aujourd'hui. Merci. Ah, il fait noir, je viens de me rendre compte. Tout ce temps-là, il fait noir, noir, noir. En tout cas, pas grave, c'est peut-être mieux de même. À bientôt ou à plus tard. Bye bye.